Bonjour à tous et bienvenue en direct dans Sénat 360. Voici les titres de cette édition. Un Français parmi les victimes des attentats à Bruxelles. 12 autres sont blessés, dont 3 dans un état grave. 3 arrestations ont eu lieu en Belgique en lien avec le projet d'attentat déjoué hier en France. Des explosifs ont été découverts à Argenteuil. Un homme a été arrêté. Le détail à suivre. Les commissariats des 10e et 19e arrondissements de Paris pris pour cible par des lycéens ce matin. Des jeunes ont jeté des pierres et tenté de briser des vitres pour dénoncer le traitement subi la veille par leurs camarades frappés par des policiers. Bernard Cazeneuve assure qu'il ne tolérera aucun écart des forces de l'ordre. Bonne nouvelle pour les finances publiques, la France a réduit son déficit plus vite que prévu. De quoi soulager le gouvernement au lendemain de l'annonce d'un nouveau record du nombre de chômeurs. Mais les efforts doivent se poursuivre pour atteindre les objectifs fixés par Bruxelles. Analyse et débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Je vous le disais en titre, 2 commissariats pris pour cible par des jeunes à Paris. Ces incidents ont éclaté ce matin au lendemain de l'interpellation musclée d'un lycéen qui manifestait contre la loi travail. La scène filmée et diffusée a suscité une forte émotion. La police des polices a été saisie. Anne Lorbance. Fumigène, jets de projectiles et vitres brisées, le commissariat du 19e arrondissement de Paris a essuyé la colère de groupes de lycéens auxquels s'étaient mêlés des casseurs. Les élèves dénonçaient les violences policières subies par l'un des leurs hier lors de la manifestation contre la loi travail. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme. Tôt ce matin, des élèves du lycée Bergson s'étaient réunis devant l'établissement en soutien à leurs camarades et en réclamant des sanctions. J'espère que ces policiers, pas seulement celui qui est pris en vidéo, tous ceux qui ont participé, qui nous ont chargés, qui nous ont pourchassés, qui nous ont chassés comme des animaux, parce que c'était le cas, vont être mis en cause, vont avoir les sanctions appropriées. Mais rapidement, et malgré une réunion entre une délégation de lycéens et le rectorat pour envisager des mesures, le rassemblement s'est transformé en manifestation sauvage dans les rues du 19e arrondissement. Face à ces dérapages, le préfet de police de Paris, Michel Cadot, a lancé un appel au calme. Ce geste, tel qu'il a été présenté, a pu créer de l'émotion, notamment chez les jeunes, et je le comprends parfaitement. Je ne souhaite pas qu'on s'en tienne là. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée. En attendant, l'inspection générale de la police nationale a décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances des gestes de violence des policiers à l'encontre du lycéen. Un Français figure parmi les victimes des attentats de Bruxelles, selon le Quai d'Orsay. Hier, un projet d'attentat a été déjoué en France. Un homme a été interpellé. Le point sur l'enquête avec Marie Brémaud. C'est ici, dans cet immeuble d'Argenteuil, que vivait Reda Cricket. Ce Français de 34 ans interpellé cette nuit est suspecté de préparer un attentat imminent en France. Et au vu de l'arsenal terroriste découvert sur place par les forces de police, le pire a sans doute été évité. Dans l'appartement, des explosifs de type TATP, des armes de poing, mais aussi des kalachnikovs ont été saisis. Les équipes de déminage ont opéré toute la nuit. Reda Cricket n'est pas un inconnu des services de police. Il faisait l'objet depuis mars 2014 d'un mandat d'arrêt international. La raison, son implication dans une filière belge d'acheminement de djihadistes vers la Syrie. En son absence, à l'été 2015 en Belgique, il a été condamné à 10 ans de prison. Lors de ce même procès, Abdelhamid Abaoud, également impliqué et futur coordinateur des attentats de Paris, avait lui écopé de 20 ans de prison. Présenté par les services de renseignement comme un individu extrêmement dangereux, pour l'heure, aucun élément ne permet de le relier aux attentats de Paris et de Bruxelles. Mais Reda Cricket pourrait commencer à fournir des éléments de réponse lors de sa garde à vue, de même que l'opération de police antiterroriste menée cet après-midi dans la commune de Schaerbeek à Bruxelles. Une importante opération antiterroriste à Schaerbeek en Belgique a d'ailleurs permis l'arrestation de 3 personnes en lien avec le projet d'attentat déjoué hier sur le sol français. Le parquet fédéral belge a aussi confirmé que le second kamikaze de l'aéroport international de Bruxelles était bien Najim Lachraoui. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, appelle Gérard Larcher à mettre tout son poids pour adopter la révision constitutionnelle. Il a dénoncé la faute politique du Sénat dans notre émission Parlement Hebdo. On l'écoute. Je trouve ça pas raisonnable. Oui. Et je trouve que le Sénat, et je le dis au président du Sénat, à la Chambre haute, qu'ils ont commis une erreur politique par ce blocage. Je crois qu'il est nécessaire que la droite sénatoriale éclaire le tapis et dise
est-ce qu'ils sont pour aller au Congrès ou pour créer les conditions de la discorde dans l'ensemble des formations politiques? On n'est plus dans la question de l'apatridide, puis apatridide, Mais vous savez très bien que c'est un prétexte. C'est un prétexte. On avait fait le compromis quasiment historique à l'Assemblée nationale. Ils pouvaient parfaitement le reprendre. Il y a là un prétexte. C'est une faute politique. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, Bonjour notre Delphine. chroniqueuse parlementaire. Alors la semaine prochaine, on en a déjà parlé cette semaine, les sénateurs vont débattre du projet de loi qui réforme la procédure pénale et qui a aussi pour objectif de renforcer la lutte contre le terrorisme. Et ça va être l'occasion pour les sénateurs de parler de la perpétuité effective. Et oui, c'est le débat qui a émergé à droite après l'arrestation de Salah Abdeslam. Et c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a dégainé, elle pourtant, dont ce n'est pas un des sujets de prédilection, mais il faut croire qu'en cette période de campagne, c'est un thème qui a permis de faire parler de lui. Écoutez. Je dois dire une chose. Il y a un problème. C'est pas celui de la déchéance de nationalité, c'est celui des 30 ans de réclusion criminelle. Parce que Salah Abdeslam, il a, je crois, 26 ans. S'il prend le maximum, ça lui fait 56 ans. Mais oui, la perpétuité en France, en fait, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et moi, je veux qu'on pose la question de la mise en œuvre d'une perpétuité effective. Donc NKM donne l'impression que la perpétuité effective n'existe pas et qu'au bout de 30 ans, les criminels sont relâchés. Eh bien, c'est faux pour les criminels dans les cas les plus graves, ceux qui ont tué par exemple des enfants ou encore des policiers. Il y a bien une période de sûreté de 30 ans, mais au bout de ces 30 années, eh bien, le juge peut réexaminer leur situation et s'il le veut, il peut aménager la peine. Il ne le fait pas du tout de façon automatique et dans la grande majorité des cas, eh bien, c'est pour des questions de santé, c'est pour des questions de fin de vie, c'est aussi pour permettre aux détenus de ne pas finir leur vie à l'hôpital. Et il ne faut pas se leurrer, cela arrange grandement l'administration pénitentiaire qui ne peut pas gérer par exemple un cancer en phase terminale. Mais dans les cas de terrorisme aujourd'hui, est-ce que la perpétuité n'est pas assortie déjà d'une peine de sûreté de 30 ans mais seulement de 22? Ça, c'est une anomalie. En tout cas, c'est ce que pensent de très nombreux parlementaires et ça de droite comme de gauche. Et donc il y aura consensus la semaine prochaine pour que cette peine passe de 22 à 30 ans. L'amendement a déjà été adopté lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. C'est un amendement qui avait également été déposé lors de l'examen de la proposition de loi de la droite sénatoriale. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Ouais, mais certains veulent aller plus loin. Et oui, il y a par exemple Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Pour lui, eh bien c'est simple, il ne faut aucun aménagement de peine possible en cas de terrorisme. Il faut qu'un terroriste doive finir sa vie en prison et cela quoi qu'il arrive. Mais il est aussi lucide, il sait que cet amendement ne sera certainement pas satisfait et donc il a aussi proposé dans un autre amendement, un amendement qu'il a signé avec 26 autres sénateurs Les Républicains, un amendement qui fait passer la période de sûreté de 30 à 50 ans. Comment réagit la gauche, Tam, dans ce débat? Écoutez, il y a déjà ceux que ça ne choque pas. Par exemple, Bariza Kari, qui est sénatrice socialiste de Paris. Pour elle, eh bien, c'est simple, elle fait le calcul. Eh bien, un terroriste peut avoir 20 ans, on rajoute 30 ans, ça fait 50 ans. 50 ans, ça fait encore beaucoup d'années pour pouvoir accomplir un acte de terrorisme. Je rappelle que Bariza Kari est une sénatrice farouchement opposée, par exemple, à la déchéance de nationalité pour les terroristes. Mais prenez Alain Richard, autre sénateur socialiste et ancien ministre. Eh bien, il voit, lui, dans cette proposition, une surenchère médiatique de la droite, cela en pleine campagne pour les primaires. Et il estime que le juge a son libre arbitre et que c'est à lui de décider s'il doit aménager la peine. Il estime également que la perpétuité effective, c'est contraire au principe de l'individualisation des peines, un principe fondamental. Et sachez que l'ensemble de la gauche est plutôt sur cette ligne et qu'elle a trouvé un allié inattendu en la personne de Michel Mercier. Michel Mercier, c'est le rapporteur du texte, c'est un sénateur UDI-UC, l'ancien garde des Sceaux, qui estime lui aussi qu'il ne faut pas aller trop loin. Sachez qu'en tout état de cause, en raison de la non-rétroactivité de la loi pénale, eh bien, rien de tout ça ne concernera Salah Abdeslam. Merci beaucoup, Tam. Un accident de la route a fait 12 morts cette nuit dans l'Allier. Un minibus venant de Suisse a percuté un poids lourd, tuant ses 12 passagers. Tous se rendaient au Portugal. L'accident s'est produit sur la commune de Montbeugny, à côté de Moulins, sur la route nationale 79. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Gérard Deriot, sénateur Les Républicains de l'Allier et président du conseil départemental de ce département. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous dites révolté par cet accident sur cette route très dangereuse surnommée la route de la mort. Est-ce que c'est l'accident de trop selon vous? C'est effectivement l'accident de trop et Dieu sait qu'il est grave, très grave et important.
Et c'est vraiment l'accident de trop parce que depuis très longtemps, nous poussons les uns et les autres, nous poussons l'État à faire face à ses responsabilités sur cette route qui est effectivement très dangereuse, très fréquentée par en particulier des poids lourds qui passent en nombre. Et il y a à peu près 13 000 véhicules jour, dont un peu plus de 50% constitués par des poids lourds. Et effectivement, c'est une route qui avait été faite dès l'origine pour être à 2 fois 2 voies, mais ça, en 1971. Et aujourd'hui, eh bien, il y a encore des portions qui ne sont pas réalisées à 2 fois 2 voies. Et là, normalement, nous avons, à force d'intervention auprès des différents gouvernements, nous avions obtenu qu'enfin ça puisse être réalisé en autoroute concédée, tout au moins dans la partie qui n'est pas réalisée, c'est-à-dire entre Montmarault et Digoin, dans le centre du département, et ça pour le département de l'Allier. Et l'accord avait été donné par Nathalie Kosciusko-Morizet sous le gouvernement Sarkozy, confirmé par M. Cuvillier après sous le gouvernement Hollande, et la réalisation n'est toujours pas faite. Oui. Alors que demandez-vous à l'État aujourd'hui? Vous demandez bien que finalement ce chantier soit vraiment accéléré? Bien sûr, c'est évident. Alors je sais qu'il y a des contraintes, il y a une enquête publique qui doit démarrer là dans le mois d'avril, mais vraiment ça aurait pu démarrer beaucoup plus tôt puisque l'accord a été donné dès 2013. Donc on vient de passer un certain nombre d'années où pendant ce temps-là, l'enquête publique aurait pu avoir lieu. Tout ça n'avait pas encore été fait et d'autant que finalement l'État n'y met pas d'argent puisque c'est une route concédée. Ce sont les entreprises qui seront retenues, qui réaliseront, et après, le remboursement sera fait par les péages. Donc vraiment, moi j'étais révolté quand j'ai appris ce drame ce matin, et quand vous allez sur place et que vous voyez dans une chapelle ardente 12 corps les uns à côté des autres, après tous les accidents qui ont eu lieu au cours des dernières années sur cette route, je vous avoue qu'il y a de quoi être révolté. Oui. Pourtant, Alain Vidalis estime qu'il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés d'un montant de 100 millions d'euros. Oui, mais ça, sur d'autres parties, et qui était en fait simplement l'utilisation de crédits d'État qui datait de 10 ans auparavant. Car voilà la vitesse à laquelle on réalise les travaux en France. Je n'accuse personne, sauf l'État dans sa constitution générale, de quelque bord que ce soit, car les méthodes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que l'on traîne, on prend un temps fou, on interroge Pierre, Paul, Jacques, ce qui est nécessaire de nos jours, bien sûr, c'est évident, mais quand il s'agit d'aller quand même plus vite, plus rapidement pour éviter des morts, je crois que là, c'est quand même indispensable de pouvoir répondre très vite présent. Merci beaucoup Gérard Deriot d'avoir été en direct dans cette édition. Merci. Alors que le nombre de chômeurs explose, le gouvernement peut être soulagé sur le niveau du déficit public. Les chiffres sont meilleurs que prévu, mais pas question pour autant de desserrer les taux autour des collectivités territoriales et de revenir sur le gel de leur dotation. Louis Sibyl. Mieux que prévu. L'économie française serait entrée en convalescence. En matière de déficit public, là où Bercy tablait sur 3,8% du PIB sur l'année 2015, il est en réalité de 3,5% selon l'INSEE. Un assainissement des finances publiques qui serait dû à une croissance là encore meilleure que prévu de 1,2%. Un bon chiffre, ce n'est pas le résultat du gouvernement, c'est le résultat de l'ensemble de ceux qui y ont contribué, les Français, les administrations publiques, qui ont souvent fait des efforts, le système de soins, le système de retraite, les partenaires sociaux, tout le monde a fait des efforts. Et je crois que c'est au bénéfice des Français. Malgré cette bonne nouvelle, les collectivités territoriales devront continuer de se serrer la ceinture. Le gouvernement maintient son objectif de réduire la dotation de 10 milliards d'euros sur la période 2015-2017. Les collectivités locales, je l'ai dit et je le redis, doivent participer aux efforts de la France pour maîtriser ses déficits, même si, comme nous l'avons fait cette année, il faut mettre en place des systèmes de fonds de secours ou de fonds de soutien pour les collectivités locales qui sont en grande situation de difficulté. Avec moins de ressources, les collectivités territoriales ont très peu investi l'année dernière, moins 4,6 milliards d'euros. Mais l'exécutif veut tenir la promesse de François Hollande de faire passer le déficit public sous la barre des 3% en 2017.
Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes deux invités aujourd'hui. Christopher Dembicq, bonjour. Vous êtes économiste à la Saxo Bank. Merci d'être avec nous. Face à vous, Xavier Timbaud, bonjour. Vous êtes directeur de l'OFCE. Merci d'avoir accepté cette invitation. Christopher Dembicq, on voit cette bonne nouvelle pour le gouvernement. C'est mieux que prévu. Comment ça s'explique Ça s'explique assez simplement. Il y a en fait deux postes de dépenses où effectivement on a vu des baisses. C'est notamment les intérêts, parce qu'on a des taux qui sont extrêmement bas grâce à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et le deuxième aspect, c'est l'investissement. Ce qu'il est important de rappeler néanmoins, c'est que l'investissement, il faut regarder où est-ce qu'on a baissé. Et surtout, on sait très bien qu'on a une nécessité d'investissement public également en France. Donc on ne doit pas uniquement applaudir cet aspect-là. Ouais, on va y venir dans un instant. Xavier Timbaud, le gouvernement, finalement, c'était une surprise, mais attendue selon vous, cette baisse du déficit public ? Attendue, je dirais pas. Je pense qu'elle a été espérée parce que, évidemment, elle tombe à point nommé à la fois dans la présentation du bilan du gouvernement et aussi dans les discussions européennes. Là où elle est assez importante, c'est que malgré tout, elle montre que le contrôle des dépenses publiques, que ce soit du côté des prestations ou du côté des dépenses de fonctionnement, a eu un impact sur les dépenses de l'État. Alors certes, l'investissement et la charge d'intérêt baissent, mais les autres dépenses sont aussi sous contrôle. Elles sont en fait à des rythmes de progression les plus bas jamais observés. Donc il y a là, de ce côté-là, effectivement, le résultat d'une politique qui a été assez difficile à mettre en œuvre par le gouvernement, puisqu'elle a touché tous les secteurs de la dépense. C'est une bonne nouvelle, cette réduction de déficit, mais la France reste quand même en queue de peloton au niveau européen. Ça, on n'arrive pas finalement à concurrencer nos voisins sur ce plan. Bon, après, il ne faut pas avoir aussi l'image d'une France qui serait systématiquement le mauvais élève en matière de déficit public. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'il y a des efforts qui ont été menés. Peut-être qu'effectivement, au début du quinquennat, il y a eu une certaine incertitude et je pense que le gouvernement aussi a découvert une situation qui était plus dramatique que leurs estimations. Mais on voit en tous les cas que l'aspect consolidation budgétaire, effort éventuellement aussi des collectivités locales, ce qui est un point essentiel, est vraiment pris en compte par le gouvernement. La question latente, c'est de savoir en période préélectorale, donc 2016, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura éventuellement des cadeaux fiscaux, comme on le fait assez souvent en France, malheureusement avant une élection? C'est le risque aujourd'hui. Ouais. Xavier Timbaud, est-ce que la France peut conserver cette trajectoire et respecter finalement ses engagements en vue de 2017 au niveau européen? Là, la situation est plutôt confortable, c'est-à-dire qu'on est en dessous de notre trajectoire, donc on a plutôt de la marge, on a de l'ordre de 0,3 points de PIB de marge, donc c'est une marge qui est relativement importante et qui, par ailleurs, donne de la crédibilité à la France pour effectivement tenir son objectif, c'est-à-dire être en dessous de 3% d'ici à 2017, puisque on vient de réduire le déficit public de 1,5 point, qu'il est à 3,5 et que on était à 3,5 fin 2015. Donc on a 2 ans pour faire 1,5 point de réduction, alors qu'on vient de faire une année avec 1,5 point de réduction. Donc il y a plutôt une situation confortable, mais la distribution des cadeaux fiscaux a déjà commencé. L'augmentation de l'indice de la fonction publique est une annonce qui a été faite sur la base de cette information. Donc c'est une partie de cette marge qui est aujourd'hui déjà donnée, et clairement, il y a la préparation d'une élection derrière. Donc, et ça pèse déjà dans les finances des collectivités, cette augmentation du point d'indice des fonctionnaires. On a vu de nombreux conseils départementaux dire qu'ils n'avaient pas les moyens de l'assumer. Oui, effectivement. Mais ce qui est important de voir sur la baisse des dotations collectivités territoriales, c'est que globalement, l'État a été généreux pendant 20 à 30 ans. Il y a, bien sûr, il faut voir au cas par cas, mais malgré tout, il y a quand même des collectivités aujourd'hui qui ont eu des excès, à la fois en termes d'emploi, en termes d'investissement. On a aussi une situation où on a un gouvernement qui milite pour que les communes, disons, rurales se regroupent afin d'avoir des économies d'échelle. C'est les communautés de communes. Donc, il faut bien voir qu'en dépit du discours qui est souvent tenu par les collectivités, il y a des marges de manœuvre pour effectivement avoir des économies d'échelle. Et je crois que le gouvernement a tout à fait raison d'actionner ce levier lorsqu'on veut baisser les dépenses publiques. C'est vrai qu'il y a cette incertitude sur les taux autour des collectivités. Est-ce que justement ces bonnes nouvelles de l'INSEE vont permettre de revenir sur le gel des dotations selon vous? Je ne pense pas que de ce côté-là, le bâton perde en intensité. Il a été difficile à actionner, il a été évidemment très coûteux politiquement, mais aujourd'hui, il serait dommage, au moment où il produit des effets, de relâcher l'effort. Mais ces collectivités, elles disent, mais nous, on ne peut plus investir, justement, alors qu'on est au niveau, justement, de l'investissement public en première ligne. S'il y a une voie à suivre, et si on doit donner un peu de marge de manœuvre, il faut réfléchir probablement à des outils complémentaires qui libéreraient les taux sur l'investissement des collectivités locales par des cofinancements,
par des modes de financement qui viendraient bonifier ce que font les collectivités territoriales, tout en gardant la pression sur leurs finances publiques pour, par exemple, les pousser au regroupement, dont on sait qu'effectivement ils sont producteurs d'économies très rapidement. Ouais, Christopher Dembicq, ça vous paraît envisageable et possible à la fois peut-être de desserrer un peu les taux, de revenir sur ce gel des dotations collectivités, tout en leur permettant justement de conserver un certain taux, un certain niveau d'investissement? On ne reviendra très clairement pas sur la baisse des dotations. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'en termes d'investissement, effectivement, les collectivités locales ont un rôle très important, mais on est très souvent sur du renouvellement de capital et pas vraiment de l'investissement productif. Donc ça, c'est un premier aspect qui est essentiel à voir. Et surtout, le gouvernement a déjà mis en place, notamment pour les communes les plus impactées, des dispositifs qui permettent d'avoir recours à de l'investissement, une aide de l'État. Donc les communes ne sont pas complètement abandonnées. Simplement, il y a effectivement la nécessité au niveau global, au niveau national, d'avoir une baisse des dotations qui va se poursuivre. Et je pense qu'il sera poursuivi, peu importe le gouvernement en 2017. Oui. Un mot peut-être sur la dette aussi, Xavier Timbaud, puisqu'on a parlé de déficit public, des bons chiffres. En revanche, la dette grimpe encore, mesurée en pourcentage du PIB. Elle atteint 95,7% fin 2015 contre 95,3% fin 2014. Alors là, est-ce que ça peut gêner le gouvernement, cette dette qui continue de grimper? Non, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle grimpe aujourd'hui, en tout cas rapportée au PIB. Donc elle grimpe évidemment en milliards, elle a augmenté d'un peu plus de 50 milliards. Mais rapportée au PIB, elle est aujourd'hui quasiment stabilisée. Donc elle montre que, voilà, on est non seulement, il y a eu un effort de réduction des déficits publics qui reste des déficits, mais on est entré dans la zone où ces déficits publics correspondent à une stabilisation de la dette en point de PIB. Et donc, à partir de maintenant, les efforts qui seront faits pour la réduction supplémentaire du déficit conduiront à une diminution de ce ratio. Donc, encore une fois, c'est une situation plutôt confortable pour le gouvernement français. Les taux d'intérêt sont très bas, le ratio dette sur PIB est maîtrisé, la charge d'intérêt reste un poste de dépense en diminution. Et de ce côté-là, à partir de maintenant, on ne peut n'avoir que des bonnes nouvelles, très probablement. Donc, encore une fois, c'est plutôt une situation confortable, une situation sous contrôle, même si elle est à un niveau de déficit et de dette qui sont élevés, mais elle est quand même sous contrôle. Ouais, situation confortable, mais sur le front de l'emploi, on a vu ces chiffres qui repartent à la hausse hier avec 38 400 demandeurs d'emploi supplémentaires. Là, le gouvernement n'arrive pas à endiguer finalement cette hausse. C'est une déconvenue parce qu'effectivement, même à Saxo Bank, on anticipait plutôt une baisse en fin d'année du fait notamment des mesures liées à la formation professionnelle. Malgré tout, la trajectoire est globalement négative. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas au niveau des chefs d'entreprise, c'est qu'il y a vraiment une crainte double à la fois d'instabilité fiscale et juridique, parce que par exemple la loi El Khomri est certainement positive, mais globalement elle instaure une instabilité sur du court terme juridique, et surtout on constate aussi que les chefs d'entreprise ont intégré l'imminence d'une crise, d'une nouvelle crise. On en parle beaucoup, donc automatiquement ils ne vont pas être incités à prendre des risques, ils écoulent au maximum leurs stocks, même si aujourd'hui on voit que les stocks diminuent de plus en plus, mais en tout cas ils ne vont pas investir massivement, donc ce qui créerait de l'emploi. On est dans une situation où le gouvernement a assez peu de leviers au final pour restaurer la confiance, puisque les éléments qui induisent un facteur risque aujourd'hui sont extérieurs. Oui. Quel regard portez-vous sur ces chiffres du chômage? On voit qu'ils remontent en février, Xavier Timbaud. Oui, c'est encore une fois, je rejoins cette analyse-là, c'est une déconvenue, c'est un élément sur lequel le gouvernement comptait beaucoup pour montrer que petit à petit, la politique qui avait été suivie produisait des effets positifs. Alors, le bilan est mitigé. Je dis, il y a un petit peu plus de croissance. Les questions budgétaires de déficit et de dette, on l'a vu, se sont quand même largement améliorées. Mais il y a ce point noir, et qui est un gros point noir sur le chômage, qui effectivement remet en question en fait l'ensemble du bilan. Donc c'est pour ça que c'est quand même un point important. Pour le moment, on garde des anticipations plutôt positives sur l'évolution du chômage d'ici à la fin de l'année 2016. Malgré tout, il y a une accélération des créations d'emplois à la fin de l'année 2015. On a un marché du travail qui est caractérisé par beaucoup d'entrées dessus, de dynamique, donc qui est plutôt une chance à moyen terme. Voilà, et là, il y a cette déconvenue sur les demandes d'emploi en fin de mois. On est globalement là aussi dans une situation où le chômage est stabilisé à un niveau élevé. Et il y a la décrue-tarde à venir. Alors peut-être que les plans de formation des chômeurs va finir par jouer. Peut-être que les astres vont se mettre un tout petit peu plus en coïncidence qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant. Ou pas, auquel cas, de toute façon, dans le bilan du gouvernement, ça va être quelque chose de très lourd à porter. Et je pense que le gouvernement a été très très déçu de ce chiffre qui tombe vraiment
Et c'est vrai que c'était rappelé, ce hasard du calendrier, le jour où le gouvernement présentait en Conseil des ministres cette loi El Khomri. Ça sera trop tard pour ressentir les effets d'ici la fin du quinquennat sur le chômage, selon vous? Indéniablement, et surtout le gros problème de la loi El Khomri, c'est qu'aujourd'hui elle est complètement détricotée. Il y avait des pans qui... Effectivement, lorsqu'on fait des réformes, on ne peut pas être sûr et certain de l'impact. Mais par exemple, sur le licenciement économique, ce n'était pas au final une telle révolution que cela. Et surtout, je pense que derrière cela, l'idée du gouvernement est de sécuriser les chefs d'entreprise pour qu'ils soient moins incités à recourir au CDD et plutôt au CDI. Ce n'est pas une mécanique automatique, on est bien d'accord sur cet aspect, mais il faut bien faire quelque chose. C'est un an qui me paraissait assez positif. Maintenant, il faudra voir quelle sera la loi finale, mais dans tous les cas, elle aura un impact qui sera très faible. Le gouvernement prépare le terrain en fait pour le prochain gouvernement, c'est-à-dire on a une situation budgétaire qui est globalement saignée, en tout cas sur la bonne pente. Et certaines réformes, par exemple sur les taux de marge des entreprises ou encore sur la loi travail, auront un impact encore notable pour le prochain quinquennat. C'est la dernière bataille la plus difficile à mener pour avant la fin du quinquennat, selon vous, cette bataille de réforme du Code du travail, Xavier Timbaud? Oui, enfin, disons que c'est même tellement difficile que c'est presque curieux que le gouvernement se soit mis ça dans cette période-là, sachant qu'il n'aura pas les bénéfices et qu'il finalement ne peut en tirer que les critiques d'avoir reculé, les critiques de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir mal équilibré le dispositif, d'avoir été mal compris. Et on voit d'ailleurs que... Enfin, bon, puis en plus, présenter cette loi au printemps, au moment où l'agitation sociale est la plus susceptible de se manifester, tout ça a conduit à une conjonction qui, effectivement, montre que ça ressemble beaucoup à du courage, si ce n'est pas de la témérité de la part du gouvernement là-dessus. Alors, il prépare le terrain du prochain gouvernement. Peut-être qu'il est convaincu que le prochain gouvernement sera dans l'exacte continuité de celui-là, et que donc, à ce moment-là, il prépare son propre terrain. Mais c'est une hypothèse qui est quand même, comment dire, on va dire, pour le moment, un petit peu hypothétique. Voilà. Christopher Dambik, un mot sur le contexte aussi des attentats qui pourraient peser notamment sur la maîtrise des finances publiques, puisqu'on sait que de nombreux crédits alloués à la sécurité, au renseignement, pourraient peut-être aussi faire déraper le déficit public d'ici à 2017. Effectivement, mais sur cet aspect, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision, sortir ces dépenses-là très clairement du calcul aujourd'hui. Parce qu'on est sur une situation qui est extraordinaire. Il y a aussi la nécessité d'avoir une conjonction de moyens au niveau européen. Donc je ne crois pas que ce soit une vraie problématique. Et surtout, un point qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le déficit public est regardé par les investisseurs étrangers pour la France non pas comme un problème. Aujourd'hui, les investisseurs s'en moquent totalement. Je crois que la France emprunte jusqu'à des échéances à 7 ans à taux négatif. Donc il y a une vraie confiance des investisseurs sur le travail qui a été fourni, bien sûr aussi sur des éléments externes, la politique de la Banque centrale. La Commission européenne finalement qui tique sur le niveau des déficits. Oui, qui a une approche comptable qui est, j'oserais dire, dans son rôle depuis de nombreuses années. Xavier Timbaud, effectivement, sur le contexte aussi d'attentats et sur l'intégration de ces nouvelles mesures dans la lutte contre le terrorisme en termes de sécurité, ça peut peser ça sur les finances publiques. Ça a bien été intégré, selon vous, par le gouvernement ? Le contexte d'attentat, il peut peser sur l'activité économique. Bon, ça, c'est assez difficile à discuter, à commenter, parce que c'est un sujet qui est vraiment tellement plein d'incertitudes et d'inconnus qu'on a du mal à vraiment se prononcer. Sur la question des effets budgétaires, des questions de sécurité, malgré tout, on est sur des dimensions qui sont, on le sait, plus faciles à maîtriser et moins coûteuses que des opérations militaires à l'étranger. Parce que les opérations militaires à l'étranger, on sait toujours quand est-ce que ça commence, et on sait toujours que de toute façon, les budgets sont multipliés par 2, 3 ou 4 a posteriori, ce qui est moins le cas du côté de la sécurité. On sait aussi que dans la sécurité, on a un gros réservoir d'efficacité dans la coopération européenne. Et puis surtout qu'aujourd'hui, même la Commission, qui est dans son rôle de gardien du temple et de gendarme, est la première à dire, de toute façon, là-dessus, ça ne sera pas regardé de la même façon. Et puis, on est dans un contexte qui est complètement différent. C'est-à-dire que toutes les craintes qu'on pouvait avoir sur les marchés financiers vont couper le financement à la France parce que sa situation économique est trop dégradée, parce qu'on n'arrive plus à contrôler les dépenses publiques, parce que je ne sais quoi. En fait, tous ces doutes-là sont levés aujourd'hui par ces chiffres qui sont là, et donc permettent d'avoir des marges de manœuvre pour les problèmes qui se posent devant nous. Bien, merci beaucoup Xavier Timbaud, merci Christopher Dambik, et on apprend d'ailleurs par la voix de François Hollande que le réseau des attentats de Paris de Bruxelles est en voie d'être anéanti, mais il y a d'autres réseaux. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retour sur les temps forts des travaux parlementaires cette semaine au Sénat, consacrés en grande partie à la lutte contre le terrorisme.
Le Sénat a fait le choix de la clarté. La solution que nous retenons, je l'espère, est la moins mauvaise. Et par raison, comme la plupart d'entre vous, par raison, je voterai ce texte. J'appelle maintenant le gouvernement à accompagner notre réflexion. Car il ne s'agit pas seulement de colmater. Il faut traiter le mal à la racine. Comment des jeunes éduqués au pays des Lumières peuvent-ils être séduits par un tel fanatisme ? Pourquoi cet extrémisme prend-il une dimension pseudo-religieuse? Pourquoi une telle haine entre leurs compatriotes, terme d'ailleurs qui ne signifie rien pour eux? Il faut comprendre, mais comprendre ne sera pas justifier, ne sera pas excuser, ne sera pas se culpabiliser. Il faut comprendre pour agir, pour valoriser ce qui fonctionne. Car derrière quelques milliers d'individus, n'oublions pas que 66 millions de Français 66 millions récusent la barbarie. C'est là l'espoir de la France. Je vous remercie. Notre pays doit être mobilisé pour repousser les agressions du terrorisme de Daesh et de ses alliés. Or, le projet de loi constitutionnelle que nous nous apprêtons à voter ou à repousser ne répond pas à ce légitime besoin de sécurité, à la peur de nos populations. Le vote de cet après-midi n'est pas « êtes-vous pour combattre Daesh ou non ?» Notre détermination est totale et nous avons en particulier toujours combattu les choix diplomatiques et guerriers qui ont créé le chaos. Le vote porte sur une révision de la Constitution qui, selon nous et beaucoup d'autres, porte atteinte à des principes démocratiques, à des principes républicains. Notre opposition à cette révision constitutionnelle porte sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, les deux dispositions essentielles de ce texte, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, sont parfaitement inutiles et inefficaces. Comme les partisans du projet l'indiquent, et d'ailleurs Monsieur le Premier ministre lui-même, ces dispositions relèvent du symbole. L'état d'urgence dispose déjà d'une valeur pleinement constitutionnelle. Sa constitutionnalisation n'apportera rien sauf, et c'est l'une de nos critiques majeures, qu'elle le placera au sommet de la hiérarchie des normes, donc hors de portée d'éventuels recours. Ce que Monsieur le Premier ministre appelle la sécurisation n'est autre que la sacralisation. Je voudrais vous le répéter, Monsieur le garde des Sceaux, je l'ai dit à plusieurs reprises lors du débat, nous voterons unanimement au groupe communiste républicain et citoyen et sans hésitation contre un texte qui, s'il était voté, ternira la République. J'en viens maintenant, pour conclure en 1 minute 30, au vote qui nous est soumis, Monsieur le Président. Le débat a eu lieu la semaine dernière. L'article 1 a été voté à la quasi-unanimité, en tout cas une très large majorité. Nous soutenons, et je pense que le Sénat a été à même d'arriver à ce vote. L'article 2, nous l'avons refusé, nous avons voté contre. Notre groupe, comme beaucoup dans la société, comme beaucoup de partis politiques, sont divisés. C'est le cas de notre groupe. Certains sont pour, d'autres étaient contre. En tout cas, nous avons tous voté contre, parce que le choix qu'a fait le Sénat de laisser la stigmatisation des binationaux et S'il vous plaît. Je remercie, Monsieur le Président, des commentaires Poursuivez, Monsieur le Président. lamentables qui m'ont été, Poursuivez, Monsieur le Président. affublés, fait que nous ne sommes pas favorables. Et j'ai entendu la semaine dernière beaucoup d'orateurs du groupe Les Républicains en disant « nous votons cela parce que nous soutenons le Président de la République ». Et oui, c'est pas... Tant mieux, tant mieux. Mais je sais aussi que si nous en sommes arrivés là, mes chers collègues, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un compromis qui a été passé, entre les socialistes et les républicains. Peut-être cela vous gêne-t-il. Je ne veux pas reprendre la phrase de M. Lagarde ce matin ou de M. Estrosi la semaine dernière. Il n'empêche que c'est une réalité et que pour une réforme constitutionnelle, il faut un accord transpartisan.
Avant la deuxième prorogation de l'état d'urgence, on dénombrait 3189 perquisitions administratives menées de jour et de nuit, certaines avec grand fracas et parfois humiliation de famille. 541 armes saisies, 382 interpellations, 406 assignations à résidence. 200 poursuites judiciaires avaient été engagées, seulement 4 procédures ouvertes effectivement en lien avec le terrorisme. Sans compter des assignations abusives comme celles ayant visé de simples militants écologistes pendant la COP 21. Peut-être est-il plus urgent de pister de futurs terroristes, de réformer nos services de renseignement, de raccourcir les délais d'intervention de la police, de mieux gérer le numéro vert saturé le 13 novembre ou la communication à l'intérieur de la police, de faire lire à vos collaborateurs les travaux des chercheurs sur le terrorisme, d'investir plus et mieux pour désendoctriner et réinsérer les candidats au djihadisme, d'assainir le terreau dans lequel ils se développent. Le débat sur ce sujet s'arrêtera sans doute aujourd'hui. Que l'article 2 soit retiré ou que le texte entier s'enlise, il est temps d'admettre cet échec et de passer à l'action pour combattre le terrorisme. Comme annoncé lors de la discussion générale, le groupe écologiste votera contre cette révision constitutionnelle. Merci. Il faut avoir le courage de dire que les récents attentats terroristes ont été absolument tous commis par des musulmans extrémistes, lesquels étaient quasiment tous issus de l'immigration. De même, les 4 présumés terroristes arrêtés la semaine dernière étaient tous des binationaux, en l'espèce un franco-marocain et 3 franco-turcs. Là encore, il n'est pas question de dire que tous les binationaux sont des terroristes, mais on peut aussi faire des statistiques. Et si on fait des statistiques, on constate qu'un binational a 1000 fois plus de chances qu'un Français de souche d'être un extrémiste radicalisé. C'est pas moi, c'est les statistiques. Il faut donc réagir avec la plus grande détermination contre les dérives du communautarisme musulman, qui est le terreau de la radicalisation. Si on ne le fait pas, les extrémistes musulmans continueront à recruter et la situation ira en empirant. Or, la binationalité favorise le glissement des intéressés vers le communautarisme. C'est en cela que la version de l'article 2 adoptée par le Sénat est très positive, car elle met le doigt sur le cas des binationaux. Merci. Ce projet de révision est-il nécessaire? Est-il utile? Au-delà des efforts de ses auteurs, et encore davantage de notre excellent président de commission, Philippe Bas. Il suffit de se plonger dans son non moins excellent rapport pour répondre que ce projet n'était ni nécessaire ni utile. En ce qui concerne la constitutionnalisation de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel lui-même a dit par 3 fois depuis le 13 novembre que la loi de 1955 créant l'état d'urgence était compatible avec la Constitution de 1958. Quant à l'argument selon lequel insérer l'état d'urgence dans la Constitution serait protéger les libertés, c'est un argument pour le moins réversible, car est-ce un progrès des libertés que de constitutionnaliser un 3e régime d'exception? C'est d'ailleurs si peu utile que de très éminents parlementaires ont exprimé aux médias que si le projet était réduit à l'article 1 sur l'état d'urgence, sans l'article 2 sur la déchéance de nationalité, il n'y aurait aucun intérêt à réunir le Congrès, on ne saurait mieux dire. Ambiguïté encore, car il est impossible de rendre compatible la question des binationaux et celle de l'apatridie, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Oui, nous sommes en guerre. Dans une guerre qui ne dit pas son nom, dans une guerre qui s'est affranchie des codes militaires, des frontières, du champ de bataille, et dans une guerre qui n'aura pas d'armistice, dans une guerre qui ne se terminera pas avec l'éradication de Daesh. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre dans le long terme. Il faudra aux Français, il faudra à la France de la volonté, une volonté farouche,
une volonté tenace, bien sûr. Nous avons dit aussi que la France était une nation civique, fondée non pas sur l'hérédité, sur la naissance, mais sur la volonté, sur le consentement, et que par conséquent la déchéance était une sorte de prolongement naturel de notre pacte républicain. Quand il n'y a plus consentement, alors il est juste que la qualité de Français puisse se perdre. La qualité de Français s'acquiert par le droit du sol, il est légitime aussi qu'elle puisse se perdre par le prix du sang des Français blessés, massacrés, des Belges aussi, évidemment. Mais nous avons dit non à la patridie. Très rapidement, où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a 3 textes qui ont fait l'objet de délibération ou qui vont faire l'objet de délibération. Un premier texte en Conseil des ministres, délibéré en décembre, un deuxième par l'Assemblée nationale et bientôt un troisième pour le Sénat. Sur ces 3 textes, 2 sont en concordance. Le texte adopté par le Conseil des ministres, le texte que le Sénat s'apprête à voter dans quelques minutes. Alors pourquoi reprocher, Monsieur le ministre, pourquoi reprocher au Sénat d'être fidèle aux engagements du Président de la République, et notamment sur la patridie? Le scrutin est ouvert et proclamation à 16h30 sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Le nombre de votants est de 348. Le nombre de suffrages exprimés est de 337. Pour l'adoption, 176 contre 161. Le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. En 2012, nous avons voté la loi contre le terrorisme. Nous avons voté ensuite, en 2014, une nouvelle loi contre le terrorisme que vous nous avez demandé de voter. Nous avons voté la loi sur le renseignement. Nous avons voté ces lois sans attendre d'autre chose que le sentiment d'avoir fait notre devoir de Français, que nous appartenions à la majorité ou à l'opposition. Nous ne demandions rien, nous n'attendions rien. Nous voulions simplement que l'État soit efficace. Nous avons voté il y a quelques semaines une proposition de loi menée par Philippe Bas. Cette proposition de loi ouvre les portes pour que la justice soit mieux armée. Demain, nous commencerons l'étude de la loi proposée par le gouvernement, votée par l'Assemblée nationale, qui reprend certaines des propositions que nous avons faites. Nous souhaitons, sur ce point, que le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, fasse preuve d'ouverture, respecte le Sénat. Nous ne demandons rien d'autre que rendre l'État efficace, travailler et avancer, mais nous souhaitons très vivement que les attaques contre le Sénat, comme ce matin, cessent et que nous puissions ensemble travailler pour la République. Vous nous demandez, au fond, si nous aimons le Sénat. C'est au fond de votre question. Et vous nous demandez des preuves d'amour. Et vous nous demandez si nous pouvons continuer à travailler ensemble. Et oui, bien sûr. Il reste, évidemment, j'ai répondu tout à l'heure à Gérard Longuet, la révision constitutionnelle. Encore une fois, monsieur le sénateur, moi j'ai la conviction que les Français attendent que nous soyons capables de nous rassembler suite au discours du président de la République du 16 novembre et suite aussi au vote de l'Assemblée nationale, qui a vu les familles politiques se diviser, mais qui a vu aussi une majorité des 3/5 sur une proposition. Vous venez de voter un texte. Sur l'article 2, incontestablement, même si je crois que sur les grands objectifs, il y a des possibilités d'accord, il y a aussi du chemin à faire. Donc pour avancer les uns vers les autres, il faut que chacun veuille bien avancer. Le gouvernement est prêt à avancer, l'Assemblée nationale devra le faire aussi, même si le vote est tout frais. Je ne doute pas que le Sénat voudra avancer, et je pense que nos compatriotes attendent que nous disions clairement si nous considérons, oui ou non, que celui qui prend les armes contre ses propres compatriotes et nos valeurs peut rester français.
selon des procédures prévues par la Constitution et par la loi. C'est cette réponse-là qu'ils attendent. Eh bien, de cette réponse, nous ferons la démonstration, les uns et les autres, non seulement de notre volonté de travailler ensemble, mais de faire surtout la démonstration de notre volonté d'union que nous partageons, vous et moi, Monsieur le Sénateur. Et la question la plus importante a déjà été évoquée par certains d'entre nous. Il s'agit du dossier PNR, un fichier d'identification listant toutes les personnes qui utilisent les transports aériens sur l'espace européen, y compris avec des échanges d'informations avec nos partenaires américains. Or, ce dossier, Monsieur le Premier ministre, ça fait 7 ans très exactement sur lequel nous travaillons, et le premier d'entre nous qui a travaillé sur cette question n'était autre que Robert Badinter. Or, si ce dossier a été validé par la Commission Liberté Civile il y a quelques semaines au Parlement européen par 38 voix contre 19 et 2 abstentions, il n'a malheureusement pas pu être inscrit à l'ordre du jour, tout simplement parce qu'une fraction précisément d'élus d'extrême droite et d'extrême gauche et quelques autres ont refusé cette inscription. Ceci n'est pas acceptable. Une majorité d'États membres ont élaboré des PNR nationaux, mais c'est insuffisant. Il faut des interconnexions entre les différents PNR nationaux. Soyons très précis. Lorsque je suis allé devant la commission Libé du Parlement européen en février 2015, c'est-à-dire un mois après les attentats de Paris, je me suis trouvé confronté à une commission qui, depuis des mois, refusait d'avancer sur ce sujet pour des raisons qui tenaient à la préoccupation légitime qu'elle avait de la compatibilité du PNR avec la protection des libertés publiques. Nous avons engagé avec les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne et notamment avec mon collègue Thomas de Maizière un travail de longue haleine et approfondi destiné à rencontrer l'ensemble des parlementaires européens pour convaincre. Les ministres des Affaires européennes se sont également mobilisés et nous avons obtenu un accord. Cet accord qui a été acté dans le trilogue, c'est-à-dire le dialogue entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen au mois de décembre, reposait sur l'idée qu'on faisait le PNR, qu'on faisait un PNR qui prenait en compte les vols charter, ce qui est très important pour lutter contre le terrorisme, qui incluait les vols intra-européens, qui permettait une conservation des données de 5 ans, qui mettait en place une durée de masquage de 6 mois là où notre demande était d'1 an, mais nous avons accepté ce compromis, et qui visait à faire en sorte que ce PNR soit adopté à la fin de l'année 2016. Alors que nous avons eu un accord sur ces points dans le trilogue. Le Parlement européen n'a pas accepté d'inscrire ce texte à la délibération du Parlement européen à l'occasion de la session en cours. Cette position est une position qui pose un réel et sérieux problème compte tenu du niveau de risque terroriste auquel nous sommes confrontés. Parce que le PNR est la seule possibilité d'établir la traçabilité du retour des terroristes sur le sol européen qui empruntent des vols en provenance de la Turquie à destination de l'Europe. Donc, ne pas mettre en place cette mesure, c'est nous condamner à demeurer aveugles longtemps face au terrorisme. Ce n'est pas responsable face à la menace à laquelle nous sommes confrontés. C'est la raison pour laquelle nous reprenons notre bâton de pèlerin pour convaincre. Nous connaissons bien une partie des dispositions de ce texte, je le disais tout à l'heure, elles reprennent notre propre travail et nous veillerons à ce que les dispositions qui ont été retenues par l'Assemblée nationale ne soient pas en deçà de nos propres exigences, ça va de soi. Nous sommes naturellement sensibles aux éléments tirés des observations qui ont été celles du gouvernement à l'occasion de la mise en œuvre de l'état d'urgence sur l'insuffisance d'un certain nombre de dispositifs qui sont principalement des dispositifs de police et non pas des dispositifs liés aux procédures pénales. Il faut bien sûr aussi être attentif aux limites de ces armes légales qu'on donnerait à la police, et nous veillerons à ce que l'équilibre soit bien observé. Voilà. Alors je vais donner en premier lieu la parole à notre rapporteur qui a certainement quelques observations à faire ou questions à poser, et puis à chacun d'entre vous, ceux d'entre vous en tout cas qui le souhaiteront. Je trouve quand même un petit peu étonnant
que, vu l'importance de la question, on n'ait pas pris le temps, il paraît qu'on est en guerre, d'essayer d'avoir un corpus qui résiste au temps et qui essaye de prévoir l'ensemble des situations et de régler par avance les questions. Je veux dire sans vouloir être désobligeant, on a un peu l'impression que c'est une liste de courses, quoi. Ah là, tiens, il faut penser à faire ça. Ah ben oui, mais là, ici, il faut le mettre, enfin, etc. On perd la cohérence, sinon l'objectif qui est assigné. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, on aura cet ensemble cohérent et qu'on ne sera pas obligé de changer toutes les fois qu'il y aura un incident, voire un accident ou des crimes comme ceux qu'on a vécus. En gros, on est tout le temps à flux tendu sur ces sujets. Et donc, il y a nécessairement, qui pourrait le contester, une part d'improvisation. Il pourrait y avoir d'ailleurs une part de mauvaise analyse et donc de mauvaises réponses apportées, au détriment d'un corpus qui serait rassurant et conducteur, qui permettrait justement de progresser avec une philosophie. Bon. Il me semble qu'on a un peu les deux, pour dire le fond de ma pensée. D'abord, on a un modèle français qui est celui de l'association de malfaiteurs à but terroriste de 1986 et qui a construit quand même la façon dont nous organisons, et d'ailleurs, disons les choses comme je les ressens aujourd'hui, avec une certaine fluidité dans l'approche, parce que justement la chose avait été bien imaginée en 1986. Bon. Et en même temps, nous sommes face à des évolutions de nos adversaires, voire de nos ennemis, qu'il faut bien combattre. La structure. Je vais vous prendre deux exemples. L'une qui est évidente, c'est Daesh, dont son mode d'organisation n'existait pas en 1986. Et donc on est bien obligé d'adapter nos réponses aux défis qu'il nous pose. Et puis il y a une évolution, mais le droit sera toujours le plus lent là-dessus, sur la technologie. Il y a eu une longue discussion à l'Assemblée nationale, peut-être reviendra-t-il au Sénat, en tout cas moi je souhaite que nous puissions l'aborder, c'est la question technologique de l'amendement qui a été appelé Apple, avec les débats qu'il y a sur le FBI, qui essaie, moi j'ai eu le privilège de rencontrer la semaine dernière l'Attorney General, donc la ministre de la Justice américaine, avec laquelle nous avons, je crois qu'elle est venue ici d'ailleurs au Sénat, parce que le FBI n'arrive pas à faire plier Apple, que l'on nous dise le chiffrement commercial d'un certain nombre d'outils interdits d'avoir accès à des informations qui pourraient être utiles à la protection, et naturellement pour un législateur, une question qui doit appeler une réponse. Bon. C'est une question qui n'aurait pas existé il y a 5 ans. Les questions les plus prégnantes sont quand même autour, effectivement, de l'article 18, de l'article 20. Dans l'article 20, on est quand même très étonné, beaucoup d'observations nous ont été faites par le fait que, finalement, des gens qui sont soupçonnés à leur retour de théâtre d'opération d'être peut-être des terroristes et donc de devoir être poursuivis, mais sur lesquels on n'a pas, semble-t-il, suffisamment d'éléments pour les poursuivre et sur lesquels on fait des mesures de police administrative. Et cela peut ouvrir à des voies qui, sur le plan de l'état de droit, sont extrêmement gênantes. C'est-à-dire que je vous soupçonne de quelque chose, mais je ne peux pas encore le prouver, mais je prends des mesures coercitives qui me permettront de le prouver. C'est quand même compliqué. Sur les questions qui ont été posées sur les retenues administratives, la position des mineurs, le fait que, est-ce que le sénateur Mercier disait, nous on avait fait des propositions sur le délit de séjour, sur le théâtre d'opération, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Grand Dieu, monsieur le sénateur, personne n'ayant la vérité révélée, là aussi je suis extrêmement prudent sur la possibilité. Il y a une phase administrative, il y a une logique de présomption, il y a une existence d'un certain nombre d'infractions qui existent déjà. Nous pensons que celle que nous proposons correspond à un besoin en garantissant un certain nombre d'approches opérationnelles, en restant dans les canons du droit et de la police administrative, à laquelle, puisque c'est une fonction préventive, le gouvernement est extrêmement attaché. Et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure devant les présidents de toutes les juridictions administratives que je recevais à la chancellerie. Je trouve que la partie concernant le financement du terrorisme est bien petite. Alors que, bon, il y a 3 mesures principales. Alors que ça me paraît être vraiment, enfin le nerf de la guerre me paraît vraiment être quelque chose de très important. Et j'ai remarqué, même peut-être que j'ai un mauvais esprit, que
on n'embête pas trop les banquiers, quoi. Hein. Les systèmes qui permettent finalement d'organiser l'opacité des transferts de capitaux, apparemment, on ne s'y attaque pas. Sur le financement, je réponds au sénateur Colomba, la France est dans une structure qui s'appelle le GAFI, d'autres États, dans lesquels nous sommes parmi les mieux armés dans ce domaine, et donc là aussi basé sur l'expertise et notamment de Tracfin. Nous n'avons pas le sentiment d'être aussi complaisants que vous sous-entendez vis-à-vis des banques et de l'opacité qu'elles pourraient organiser pour permettre de blanchir ou de nuire aux intérêts des valeurs que nous combattons. Et donc, je ne crois pas que nous soyons complaisants et que dans ce groupe d'action financier des États occidentaux, nous sommes plutôt le sentiment d'être leaders et d'avancer. J'avais également une question à vous poser. Bien évidemment, c'est votre avis sur l'habilitation qui est donnée à l'administration pénitentiaire à pouvoir procéder à des écoutes. Nous avions, à l'occasion du texte sur le renseignement, longuement débattu, exprimé, y compris dans notre volonté que cette administration pénitentiaire ne soit pas habilitée à procéder à de telles écoutes afin de ne pas entretenir un mélange des genres, y compris entre gardiens plus largement et détenus. Voilà, donc j'aurais voulu avoir votre avis, puisque vous n'avez pas fait état dans vos propos liminaires, monsieur le garde des Sceaux. Sur le renseignement pénitentiaire, c'est un débat évidemment qui a rebondi. Je dois dire d'ailleurs que le découvrant du côté ministère de la Justice aujourd'hui, il me semble que les organisations syndicales qui étaient appelées il y a quelque temps à émettre des réserves, sans avoir bougé comme l'Assemblée nationale a pu conforter son vote. Moi, j'ai présidé hier le comité technique paritaire du ministère. J'ai eu l'occasion de voir toutes les organisations syndicales de la direction de l'administration pénitentiaire, des personnels d'encadrement jusqu'au personnel de surveillance. Il y a aujourd'hui un acte qui est pris, compte tenu de la situation de nos prisons, qu'il y ait des agents de la direction de l'administration pénitentiaire spécialement formés à cet effet, s'appuyant sur une doctrine qui sera élaborée par la direction, négociée avec les organisations syndicales. Je vous le dis comme je le ressens depuis 1 mois et 23 jours, je n'ai rencontré aucune organisation syndicale de personnel de la détention hostile à cette perspective. Aucune. Elles ont même eu l'amabilité de l'écrire dans des courriers qu'elles m'ont adressés. Simplement, cela veut dire, et là-dessus la détermination du gouvernement est totale, qu'il ne s'agit pas de mettre tous les personnels de l'administration pénitentiaire en capacité d'eux. Et que naturellement, tous ceux qui, par exemple, travaillent dans la protection, dans les services d'insertion et de probation, ne sont en aucune façon concernés par cela. Il existe une structure aujourd'hui au sein de l'administration pénitentiaire qui s'est appelée dans le temps le MS3, qui s'appelle aujourd'hui le Bureau du renseignement pénitentiaire, qui a vocation à être un acteur opérationnel. Est-ce que cela se sera au lendemain du vote de la loi? La réponse est non. Non. Parce qu'aujourd'hui, l'administration n'est pas préparée à cela. Et qu'il ne s'agit pas de bricoler dans ces domaines qui touchent les libertés. Donc on va vraiment avoir un gros travail qui va ouvrir en fait pas mal de questions. Parce qu'on va bâtir un droit qui va nous permettre d'être assez efficace, je pense, dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Mais on va poser tellement de questions sur le couple procureur-JLD, sur les questions de régime des peines, sur les questions des retenues pour les mineurs, qu'on sera obligé de revenir sur ces questions-là, à l'occasion de réformes plus larges, plus profondes, peut-être dans le code pénal, peut-être dans le code de procédure pénale, et que le travail sera loin d'être terminé une fois qu'on aura voté ce texte, même si ce sera une étape importante, mais il va ouvrir des portes qui nécessiteront de nouvelles questions et de nouvelles réponses. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Lundi, pas d'émission. Très bon week-end à tous et rendez-vous mardi prochain.